Pas à pas présente Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. les clés pour réussir votre conversion vers SAP S/4HANA. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Jérôme Mollier-Pierret, qui est directeur infogérance SAP chez Pas à Pas. Pas à Pas, c'est un intégrateur de RP qui existe depuis déjà de nombreuses années. Et donc, nous allons parler aujourd'hui infrastructure dans le cloud. Alors, Jérôme, déjà, pour faire un peu connaissance, pouvez-vous présenter rapidement votre parcours professionnel ? Bonjour Serge, enchanté. Bien sûr, moi j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'IT. J'ai commencé dans la technique, en particulier dans l'infrastructure, le système et les réseaux. Et puis il y a un peu plus de 15 ans, j'ai eu la chance de tomber dans la marmite SAP. Et je suis tombé dans la marmite SAP avec la particularité d'œuvrer sur un gros contrat d'infogérance pour Airbus Hélicoptère à l'époque. Et c'est là que j'ai beaucoup appris et beaucoup développé, on va dire, l'activité que je réalise aujourd'hui pour Pas à Pas, puisque depuis, je n'ai eu de cesse de développer cette activité d'infogérance avec la particularité de fonctionner dans le cloud. Et je pense que c'est tout à fait la thématique du jour, le Oui. cloud, puisqu'on n'a pas de data center et on a une offre qui est cloud native. Très bien. Alors justement, quand on parle de cloud, c'est quoi exactement et concrètement pour vous ? Alors ça c'est une bonne question. Effectivement, il faut qu'on définisse, puisque le cloud, c'est le nuage, et le nuage en tout cas, tout le monde peut avoir sa propre interprétation du nuage. On va dire un dénominateur commun, c'est le as a service. D'ailleurs, c'est un des marqueurs du cloud dans son mode de consommation, as a service. Peut-être qu'il faut au moins définir deux grandes catégories, peut-être introduire une troisième pour bien recentrer le sujet, en tout cas le thème qu'on peut aborder dans l'écosystème SAP. D'accord. Alors quelles sont ces trois catégories de cloud ? Le premier, c'est l'infrastructure as a service, et c'est le cœur en fait de ce qu'on va évoquer. Infrastructure as a service, c'est IaaS avec les deux petits A minuscules, et donc c'est typiquement ce qui est le serveur, le stockage, le réseau, en tout cas les services d'infrastructure qu'on consomme as a service. Et c'est bien le thème de ce qu'on va aborder aujourd'hui sur SAP. Il faut bien le dissocier ou le comparer, et en tout cas pas le confondre avec le software as a service, SaaS, S-A-S, qui lui est un autre mode de consommation, puisque pour le coup on va consommer l'application finie as a service. Oui, le software as a service, c'est un peu ce qui est connu dans le grand public. C'est quand on utilise des applications en ligne en tant qu'utilisateur, sans se poser la question même de passer par la DSI, par exemple. C'est exactement ça. Et entre deux, pour être complètement complet, alors il y a plein d'autres, on va dire, sous-catégories, mais aujourd'hui on va simplifier. Oui. Voilà, pour pas trop complexifier. Il y en a une autre qui peut être intéressante, c'est le platform as a service, c'est PaaS, et finalement elle se trouve entre les deux, et c'est ce qu'on appelle le middleware, ou en tout cas des services additionnels qui sont pas des services finaux directement consommables, qui eux sont utilisables dans le cloud. C'est D'accord. Platform as a service. Très bien. Bon, ça, donc, merci Jérôme pour ce contexte qui est posé. Puisque justement, on continue à parler un peu de cloud de manière générale. Qu'est-ce que le cloud a changé pour les systèmes d'information d'entreprise, selon vous ? Alors, ça a changé beaucoup de choses. Le premier, c'est vraiment la manière dont on consomme finalement l'infrastructure. Avant, on était obligé de passer par une phase d'investissement, puis d'installation, puis d'exploitation, avec tout ce que ça embarque. Aujourd'hui, on peut vraiment le consommer. Et donc, la consommation as a service, c'est le changement fondamental qui, quelque part, apporte une grande simplification dans l'usage, dans l'utilisation ou dans l'utilisation de ces services. Il y a bien sûr plusieurs axes qui peuvent aussi être marqueurs. Il y a la notion de rapidité, de côté temporaire, il y a l'agilité, l'élasticité dont on souvent parlé, et puis il y a aussi une notion de résilience et puis de sécurité. En tout cas, toutes ces thématiques sont des thématiques qui sont adressées et qui, quelque part, font évoluer de manière importante. Alors justement, vous avez mentionné le terme de résilience, Jérôme. Avec cette crise sanitaire qui nous a très durement touché et qui a touché toutes les entreprises en 2020, le cloud justement a permis de mettre en œuvre un peu, d'assurer cette résilience, notamment des systèmes d'information.
Complètement. Alors, il y a plusieurs sujets dans l'actualité, mais complètement, puisque il y a plusieurs axes. Mais le cloud a permis quelque part cette élasticité, et donc pour les entreprises qui n'avaient pas anticipé et qui étaient déjà sur des solutions cloud, de pouvoir finalement bénéficier de capacités à la demande qui étaient déjà nativement disponibles. Après, la résilience et la sécurité, c'est vraiment deux thématiques qui peuvent être très vastes. La résilience à un autre niveau. Le cloud, il faut faire attention, c'est que on a eu le cas par exemple aussi du data center OVH, et il faut bien concevoir ces infrastructures de manière résiliente dès l'origine, et bien les penser. C'est pas parce qu'on est dans le cloud que tout est résilient, tout est sauvegardé et tout est backupé. Donc il y a quand même un point clé, en particulier dès qu'on fait de l'infrastructure as a service. Voilà, il faut pas faire des raccourcis, et ça apporte beaucoup de souplesse si on le conçoit dès l'origine. Par contre, il faut pas imaginer que tout est embarqué. Bien sûr, ça n'est pas magique, ça n'est pas magique. Exactement. Alors justement, pourquoi parle-t-on de cloud quand on parle de SAP S/4HANA, donc la dernière version de l'ERP proposée par l'éditeur allemand? Alors, c'est effectivement, il y a un lien de causalité qui est très forte, puisque dès qu'on parle de S4, donc S4 c'est le nouvel ERP, mais ce nouvel ERP embarque nativement ce qu'on appelle HANA, qui est la technologie quelque part in memory au niveau du moteur de base de données, et l'un implique l'autre. Et donc la transformation de l'ERP implique la transformation du socle technique et technologique, à la fois HANA avec la base de données et Linux, et quelque part c'est un changement, une simplification aussi dans l'univers SAP, puisqu'avant on pouvait avoir plusieurs technologies de base de données, Oracle, SQL Server, IBM DB2, je vais pas toutes les citer. Pareil au niveau des systèmes d'exploitation. Et donc là, on va simplifier parce qu'on va réduire quelque part le nombre de technologies dont on va avoir besoin. Mais par contre, on va ajouter un nouvel élément, c'est que ces infrastructures in-memory, c'est des infrastructures assez puissantes qui ont, on va dire, besoin d'être certifiées par l'éditeur pour pouvoir répondre aux problématiques, enfin aux enjeux de performance de l'application S/4HANA. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit l'histoire de nos clients et leur expérience en termes de data center, d'outsourcing et de service manager, un des points qui est clé, c'est que finalement, HANA, la technologie, fait se poser des questions, puisque du coup, l'infrastructure qu'on avait avant est pas toujours réutilisable. Et c'est en ça qu'il y a un lien avec le cloud, parce que c'est finalement l'accès à cette nouvelle opportunité de se dire, bon, est-ce que je continue finalement à investir dans du matériel? Est-ce que je continue mon modèle actuel, ou est-ce que je profite finalement de la maturité par ailleurs des offres cloud, en particulier IaaS sur le contexte SAP, pour transformer et profiter d'accélérer ma transformation en même temps que je transforme sur S4, finalement je vais dans le cloud. Alors du coup, c'est une nouvelle opportunité. Oui, bien sûr. Du coup, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais faut-il impérativement aller dans le cloud pour réussir son projet de migration vers S/4HANA? Alors non. Non, bien sûr qu'il y a de nombreux projets qui continuent de fonctionner sans aller dans le cloud. Après, c'est pas une obligation, mais disons qu'il y a quand même un ensemble de facteurs ou de leviers qui font que on peut avoir des bénéfices à aller dans le cloud. Donc c'est pas systématique, mais en tout cas, ça mérite de se poser la question et de voir dans son contexte quel est effectivement l'avantage de bénéficier d'une alternative cloud. Alors justement, puisqu'on est là pour en parler et pour détailler ces avantages, quels sont déjà, si vous deviez vous résumer pour être un peu didactique et pédagogique avec nos auditeurs, quels sont les 3 principaux avantages de ce type d'infrastructure cloud versus une infrastructure classique? Alors, les principaux avantages, donc j'en ai cité quelques-uns, on va peut-être les développer un peu plus. Le principal, c'est l'agilité et quelque part les délais d'approvisionnement. On est dans des cycles qui sont de plus en plus courts, les projets ont de besoin d'être de plus en plus rapides et le plus en plus agiles, et quelque part le fait d'avoir des délais d'approvisionnement qui sont très courts, c'est un des facteurs qui fait que le cloud fournit finalement un intérêt immédiat. C'est sûr que quand on doit faire un appel d'offres, benchmarker différents types d'infrastructures, les installer, les mettre dans son data center, de manière à ce qu'elles soient disponibles pour les équipes projet, on a des cycles de délai qui sont incompressibles.
Et là où le cloud arrive finalement, avec quelque part, je vais simplifier, 3 clics, on arrive à obtenir des infrastructures suffisamment dimensionnées, y compris pour des gros projets. C'est un des premiers bénéfices. Le second, c'est ce qu'on appelle l'élasticité, l'agilité. C'est quelque part la capacité d'adapter l'infrastructure aux besoins, et c'est aussi complètement aligné avec le besoin à la demande. Quelque part, un client, et en particulier, je vous citer un exemple, on a plusieurs cas d'usage, mais un client qui va construire son système SAP, son ERP dans S/4HANA, c'est pas l'équivalent d'un client qui va se transformer. Et typiquement, quand on construit un système S/4HANA, un des premiers points, c'est on ne sait pas forcément où on va en termes de taille, de dimensionnement. Alors, il y a des architectes qui travaillent et on fait des hypothèses, et on prend souvent les hypothèses hautes pour ne pas mettre le projet à risque parce qu'on n'aurait pas assez dimensionné. Tout l'intérêt du cloud, c'est de pouvoir finalement, en même temps que le projet, quelque part, approvisionner les infrastructures quand le projet en a besoin et à la bonne dimension, à la bonne taille. Et ça c'est un des axes de l'agilité qui est assez fort. Qui est vraiment assez fort. Et on le retrouve dans les cas d'implémentation client pour qui on a œuvré. Oui, vous avez un exemple, par exemple, à nous partager? Oui, je pourrais partager l'exemple d'un client retail qui s'appelle Tape à l'œil, qui quelque part a fait le choix du cloud à quelques semaines de son go live, et on a réussi en pleine période Covid à déployer tout ça en l'espace de moins d'un mois. Et donc, en moins d'un mois, finalement, l'infrastructure était ready pour le projet. Donc, on a ce côté délai. Et puis après, il y a le côté où on a fait évoluer quelque part le sizing de cette infra en fonction des besoins du projet. Et ça, c'est clé. D'accord. Et puis, il y a un deuxième axe sur l'élasticité ou l'agilité, c'est le côté, et ça, c'est plus vrai pour des projets qui sont déjà actifs ou des clients qui sont déjà dans le cloud. Quelque part, on a un nouveau projet qui nous nécessite une ligne de plus sur son paysage, et là pouvoir dupliquer de manière temporaire et complètement jetable sans hypothéquer la suite l'infrastructure, c'est des choses que le cloud permet, que finalement c'était beaucoup plus difficile dans un univers historique. Donc là, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Comment est-ce que vous faites ça? Comment on fait ça? Après on fait ça de manière simple, c'est-à-dire que nos architectes quelque part, on a développé des technologies as code, donc ça c'est d'autres éléments qui viennent avec le cloud, qui nous permettent quelque part de coder l'infrastructure de manière à pouvoir la déployer de manière automatisée via appel de microservices API. Et donc typiquement, on peut cloner une infrastructure de manière assez simple pour un POC, mais aussi par exemple donc, proof of concept pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme. Exactement. Et puis on peut avoir aussi d'autres cas d'usage. Par exemple, un client qui va avoir besoin pour tester une fonctionnalité dans SAP, de pouvoir cloner son environnement de production et puis de tester les choses et sans forcément modifier sa chaîne de transport. Et donc ça, c'est complètement un cas d'usage qui est intéressant dans le cadre du cloud parce que on est dans des infrastructures temporaires. Il y a aussi la manière dont on conçoit l'architecture qui est complètement différente dans le cloud. C'est le troisième avantage principal, c'est que là où par exemple, je vais donner un exemple très concret. Avant, ce qu'on avait l'habitude de faire quand on avait besoin de construire des infrastructures résilientes, c'est on avait un serveur de production et puis on achetait un serveur secondaire qui était un serveur dormant sur lequel on mettait un cluster. Potentiellement, on configurait de la réplication de données pour s'assurer qu'entre data centers, quelque part, en cas de désastre, on soit en capacité de redémarrer l'application. Dans le cloud, on va plus concevoir les choses de la même manière. On va bénéficier finalement de toute la résilience native qui est fournie par le IaaS. Et donc, il y a des notions de région, de zones de disponibilité. Dans ces zones de disponibilité, il y a plusieurs data centers. Sur les data centers, il y a plusieurs couches d'hyperviseurs qui nous permettent quelque part de s'appuyer sur du matériel. Là où finalement, avant, on dupliquait l'infrastructure, là, on va pouvoir prendre par exemple une infrastructure sous-dimensionnée qui va assurer la réplication de données avec la technologie HANA, système réplication, HSR. Et si jamais on avait besoin d'un drame et qu'on devait redémarrer finalement sur la production, on gonflerait finalement ce petit serveur le jour où on en a besoin pour avoir exactement les mêmes. C'est un peu le canot de sauvetage qui est prêt au cas où et qui peut s'agrandir en fonction du nombre de personnes à sauver si on suit cette métaphore. Exactement, exactement. Et il y a à la fois l'agilité, à la fois le design, et c'est en ça que l'infrastructure finalement as a service paraît très similaire, mais c'est très différent.
différent finalement de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire. D'accord. Donc si on résume, les 3 principaux avantages, c'est l'agilité, l'élasticité et la résilience. Mais pour designer en fait ces différentes types d'infrastructures avec les différents cas de figure que vous avez évoqués, il faut des experts. Ce sont vous savez, ces experts chez Pasapa pour faire ce genre de prestations chez vos clients, je suppose. Oui, c'est sûr que ça nécessite à la fois d'avoir la compétence SAP, mais aussi la compétence cloud. Quelque part, je dirais le 1 + 1 = 3 parce que maîtriser le cloud sans maîtriser SAP, enfin maîtriser l'un sans l'autre, ça permet pas quelque part de fournir l'infrastructure qui va être à la fois garantie, certifiée, supportée par l'éditeur. Et puis le cloud amène quand même d'un point de vue infrastructure énormément de nouveaux outils. Je parlais de l'infrastructure as code, mais aussi de méthodes organisationnelles. On pourrait parler de DevOps qui font que on n'opère pas les choses de la même manière qu'on les opérait avant. Donc effectivement, c'est un savoir-faire. Ce qui paraît simple, tel que je vous le décris, c'est souvent ce qui est simple et finalement, bien sûr, c'est parce qu'on le maîtrise que c'est simple. Alors justement, vous parliez d'organisation. Est-ce que pour une entreprise, est-ce qu'il faut migrer toutes ces données et tous ces process dans le cloud? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Alors là, la question est complexe en elle-même. Déjà, oui. Alors il y a toujours des risques. Après, les risques se mitigent ou en tout cas s'identifient et se cloisonnent. Après, le tout ou rien. En fait, il y a un chemin de transformation. Et puis, quand on parle de risques liés en particulier à la donnée, il faut être vigilant parce que typiquement, où sont les données? Alors c'est sûr que l'ERP est par définition un environnement applicatif très sensible, de par ses données et puis de par la criticité, on va dire, des process qu'il supporte d'un point de vue IT, et c'est bien souvent l'une des applications les plus critiques. Ceci dit, si on fait juste une comparaison et qu'on revient un peu dans l'analogie ou dans les définitions qu'on faisait en introduction, quand on parlait de SaaS, je pourrais vous donner un exemple lié à une application SaaS qui est de plus en plus utilisée, qui est finalement, que ça soit G Suite ou Office 365, quand on parle de sa suite de messagerie, quand on a une suite de messagerie dans le cloud en SaaS, typiquement, est-ce qu'on maîtrise la sécurité de ces données? Et donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans la globalité de la chaîne de traitement. En tout cas, une certitude sur le risque, c'est qu'il faut pas transiger avec la sécurité. Et aujourd'hui, les offres cloud sont finalement, dans leur définition IaaS, sont l'une des offres les plus sécures, puisqu'il est difficile d'avoir le même niveau de maturité en termes de sécurité pour un petit data center local, si je faisais une comparaison. Et puis, on a aussi l'ensemble, on va dire, contractuel de garantie de localisation de ces données et de maîtrise de ces données avec un modèle de responsabilité partagée qui aujourd'hui couvre les choses. Alors encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais le risque est complètement couvert aujourd'hui par ces solutions sur le marché et surtout quand on les conçoit bien et qu'on les opère avec tous les niveaux de sécurité nécessaires. Ma question en fait, elle portait aussi sur les types de données, c'est-à-dire certaines dans les entreprises, il y a des données stratégiques, par exemple comme la paye ou les contrats, des choses comme ça, versus des données moins risquées. Donc du coup, est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à garder chez soi on-premises les données très stratégiques auxquelles on tient comme un peu à la prunelle de ses yeux? Oui, on pourrait. Après, il faut avoir une bonne vision de la classification de ces données et de la manière dont on les échange. En fait, l'exemple que je vous donnais, c'est qu'effectivement, on a un système SAP qui peut gérer à la fois la traçabilité sur une chaîne de production, en même temps que faire la paie de ses collaborateurs. Mais c'est pas parce qu'on les met dans le cloud qu'on n'a pas la garantie de savoir où sont ces données et puis surtout qui y accède en termes et de traçabilité et de consistance. Je dirais que l'approche, c'est rarement une approche quelque part hybride de dire finalement les données non sensibles, non, je les mets dans le cloud, je m'en moque, et puis les données sensibles, non, là par contre, je les laisse à demeure. En fait, c'est pas tant comme ça aujourd'hui que les entreprises approchent la problématique sécurité, mais plutôt dans la classification de données, et puis surtout quels sont tous les moyens de contrôle, de traçabilité et d'accès. Je parlais du modèle de partagé dans le cloud de responsabilité partagée. Effectivement, le client reste de toute façon avec ses fournisseurs responsable de sa donnée. Et si je vous donne l'exemple SAP
on a des clients qui sont dans le cloud et qui ont des systèmes de paie sur leur SAP. On encrypte quelque part les données sur le cloud. D'accord, j'ai bien compris. Vous ne transigez pas avec la sécurité. Alors, si on parle un petit peu maintenant budget, est-ce qu'il y a des économies possibles avec SAP, S4, et est-ce que vous pouvez nous donner au moins un ordre de grandeur? Alors oui, c'est très difficile de donner un ordre de grandeur générique. En tout cas, faut faire attention de pas tomber dans l'écueil qui est de dire, parce qu'on peut l'entendre, qui est de dire finalement le cloud c'est moins cher. La réalité, c'est qu'on compare vraiment deux choses qui sont complètement différentes. On peut pas comparer des choux et puis des pommes sur le même niveau d'abstraction. Et donc comparer finalement des investissements où il y a du capex avec finalement un modèle où il y a que des opex, ça fait pas de sens. Ceci dit, il y a quand même des leviers et des choses qui peuvent être intéressantes dans le cloud. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est par exemple ces environnements non productifs, y compris chez SAP. Pour SAP, si on les arrête quand on est dans un mode de consommation à l'usage, si on les arrête quelque part, on va pas les payer quand on les utilise pas. Et donc, on peut avoir des leviers d'économie à ce niveau. De la même manière que finalement la manière dont on va consommer ces services dans les engagements qu'on va prendre par rapport à leur réservation vont avoir un impact sur le prix qu'on va payer. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, un serveur qu'on réserve sur 1 an ne va pas avoir le même coût pour le même serveur que si on le réserve sur 3 ans. Et donc, en jouant sur l'ensemble de ces leviers et sur la manière dont on design correctement les choses dans le cloud, on peut avoir des gains qui sont significatifs sur les OPEX en particulier. Et le dernier axe sur les coûts, et après je vous donnerai quand même quelques exemples pour répondre concrètement à la question. Le dernier point, c'est finalement la non-dépense, ou en tout cas, par exemple, le retard sur un projet, combien est-ce qu'il coûterait ? Et donc, le fait de ne pas avoir ce retard est aussi quelque part une forme de gain. Alors, c'est toujours très difficile à mesurer et à évaluer parce qu'on est dans l'hypothétique, mais il faut bien prendre en compte toute la dimension coût, surtout quand on essaye de parler ROI. Je peux vous citer un exemple concret finalement d'un de nos clients. Je peux le citer puisqu'il a d'ailleurs témoigné publiquement sur ça. Il s'appelle Parrot. Parrot, il y a 3 métriques clés qui sortent à l'issue de sa transformation. Donc, on a fait une transformation ISO, c'est-à-dire qu'on n'a pas transformé ses couches applicatives en même temps qu'on l'emmenait dans le cloud. Et donc, pour une application SAP similaire à ce qu'il avait sur du on-premise, quelque part, il a 10% de performance en plus. Il a eu 30% de gains sur son stockage, et on a, sur ses coûts d'exploitation globale, pas que de cloud, il a 50% de gains de productivité. C'est assez significatif. D'accord. Donc là, c'est des beaux exemples de gains quand même assez conséquents, quoi. Voilà. Alors les performances d'un client ne signifient pas les performances d'un autre client, parce qu'il faut vraiment tout contextualiser. Ça dépend d'où on vient, ça dépend d'où on va. On a un autre client, je l'ai cité tout à l'heure, Tape à l'œil. Donc eux, dans le cadre de leur projet d'intégration, ils utilisaient le cloud, mais sans appliquer tous les leviers. Et finalement, quand on a mis en place l'infrastructure qui est aujourd'hui l'infrastructure cible de production, on a réussi à faire un levier de l'ordre de 50% lié à la bonne conception. D'accord. Ça, vous avez des métriques précises. Et du coup, ça, cet art un peu d'optimiser les coûts, c'est ce qu'on appelle le FinOps, c'est ça? Exactement. C'est le terme qui est employé, et c'est un savant mélange d'économie, de sujets économiques et aussi de sujets techniques et technologiques. Mmh. Et c'est à la fois financier, à la fois opérationnel, et les profils, je pense que c'est un nouveau métier qui a à la fois technique et à la fois donc si on veut réaliser des économies avec son projet SAP, on a quand même intérêt à avoir des experts FinOps dans l'équipe, si je résume. Complètement. Ok. C'est un vrai point clé. Alors justement, puisqu'on est là aussi pour donner un peu des astuces, et puis être très concret, et peut-être aussi définir les risques, quels sont selon vous les principaux pièges à éviter pour passer son ERP dans le cloud? C'est pas évident de répondre tel quel. Enfin, il y a un point peut-être, Serge, qui est clé, c'est il faut ne plus imaginer son infrastructure comme avant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser tous les concepts. En tout cas, il faut plus faire les designs comme on faisait un design dans un data center avec du matériel. Je vous citais l'exemple du cluster. Typiquement, c'est des choses qui se font plus de la même manière.
ne pas penser le design avec les concepts du cloud dès l'origine, je pense que c'est le plus gros piège dans lequel on peut tomber, puisque du coup on va passer à côté de plein de choses. Et puis on en parlait, je dirais parce qu'il y a plein après d'écueils finalement dans lesquels on pourrait tomber. Plutôt que de vous faire une liste à l'après-vert, je pense que le point clé, c'est vraiment d'avoir à la fois la compétence SAP et à la fois la compétence cloud, Oui. parce que sinon vous allez tomber dans un risque d'apprentissage, et si vous êtes sur des délais contraints, en particulier sur des projets, on n'a pas le temps quelque part d'apprendre par l'erreur, et il faut bien finalement se faire accompagner par des gens qui ont la double expertise, le fameux 1+1 égale 3. Et alors du coup, quelle méthodologie vous préconisez pour se donner toutes les chances de réussir sa migration vers S4HANA et vers le cloud? Alors, méthodologie, bon, il y a toutes les méthodologies projet habituelles, classiques, et puis de bien gérer aussi l'ensemble des compétences dont on a besoin pour le projet. Je dirais que au-delà des méthodologies, ce qu'il faut bien dissocier, c'est qu'on a plusieurs cas. En fait, on n'a pas un cas client qui est similaire à un autre. On a vraiment plusieurs cas clients, et on a plusieurs grands chemins. C'est-à-dire, déjà, on évoquait tout à l'heure, entre un client qui construit son infrastructure Greenfield S4 dans le cloud et quelqu'un qui transforme finalement un existant, ça va pas du tout être la même approche. Après, sur les clients existants qui transforment, il y a aussi plusieurs manières. Alors, il y a les grands cabinets qui ont théorisé les différents chemins pour aller finalement dans le cloud, dans ce qu'on appelle un projet Move to Cloud. Sur SAP, ça se résume souvent à deux chemins, si je simplifie. Ce qu'on appelle le lift and shift. Je vais commencer à utiliser des gros mots, mais oui, ça fait certains connaîtront. Voilà. Du folklore, j'allais dire presque. Lift and shift. Alors justement, lift and shift veut dire quoi? Alors je vais développer. Puis le deuxième, c'est le replatforming. Donc le lift and shift, c'est le fait de dire on déménage tel quel, c'est-à-dire on prend le système tel qu'il est aujourd'hui et on le déménage dans le cloud sans le modifier à aucun endroit. Puis le replatforming, c'est on en profite pour mettre à jour l'application sur un socle purement technique, mais aussi on peut en profiter pour mettre à jour sur un socle applicatif. Changer de plateforme, en quelque sorte. Oui, sans repenser complètement l'application. Et là, ça dépend vraiment des contraintes finalement qu'on a, les contraintes business, les contraintes de sortie actuelles par rapport aux engagements qu'on a pu prendre, de là où on vient en termes de sources et de là où on va en termes de cible. Parce que déjà, pour faire un lift and shift, il faut s'assurer que on n'est pas trop obsolète, qu'on n'a pas une dette technique par exemple qui serait trop grande, parce que on pourrait pas y aller. L'intérêt, c'est que justement nos consultants, ou en tout cas nos architectes, ils vont étudier toutes ces contraintes de manière à construire le meilleur chemin pour le client. Ça, le chemin de migration, c'est un point clé, je pense, dans la méthodologie qu'il faut pour réussir son projet. Et le deuxième, après, c'est peut-être d'utiliser toutes les technologies qui sont embarquées quelque part, tout le savoir-faire qui est embarqué, ou les nouvelles possibilités qu'offre le cloud. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'infrastructure as code. Aujourd'hui, c'est clé potentiellement de se mettre tout de suite dans une infrastructure as code quand on va dans le cloud, parce qu'on va bénéficier quelque part de l'automatisation, de l'autodocumentation et de quelque chose de très rigoureux dès le début pour le cloud. D'accord. Alors là, vous avez parlé de lift and shift, vous avez parlé de replatforming, greenfield, etc. Vous n'avez pas du tout parlé de Big Bang. Oui, alors du coup là cette question-là, c'est plus sur le séquencement quelque part de la transformation dans la stratégie Move to Cloud. Donc c'est un niveau d'abstraction encore différent qui est la bascule. Est-ce qu'on va la faire d'un seul coup ou est-ce qu'on va la faire par vague, par séquence? Oui. Et là, on est complètement dans la stratégie. C'est-à-dire que c'est un résultat finalement du travail de stratégie. On ne parle pas de Big Bang dans cette transformation? Alors, on peut avoir des stratégies de Big Bang pour la bascule dans un projet Move to Cloud, mais pas forcément. Là, je dirais que c'est plutôt des indicateurs techniques et le résultat de cette stratégie qui feront qu'on fait un Big Bang ou pas. La réalité, c'est qu'on a plutôt tendance à séquencer les choses. Un des points clés, c'est par exemple le plan d'adressage IP. C'est que si on doit quelque part conserver le plan d'adressage IP par rapport à l'adressage IP actuel, on ne pourra pas faire autrement que faire un Big Bang. Parce qu'on ne peut pas avoir deux systèmes qui ont la même adresse en même temps, sauf à les isoler. Enfin bon, voilà. Oui. Donc en fait, il y a des clés techniques qui définissent le séquencement et la stratégie, et c'est surtout aussi les contraintes business et client projet en fonction de ce qu'il veut faire. D'accord. Et alors en interne, chez Pas à Pas, vous utilisez quelle solution?
Alors ça c'est une excellente question. On utilise SAP. En fait, on essaye de pas tomber dans le syndrome du cordonnier mal chaussé. En tout cas, on est plutôt dans le syndrome du cordonnier bien chaussé et bien sapé. Et qu'est-ce qu'on utilise? On utilise SAP et on utilise SAP dans le cloud. C'est-à-dire qu'on a fait notre propre conversion S4 dans le cloud et aujourd'hui nos systèmes sont opérés par nos équipes d'infogérance et opérés sur des infrastructures IaaS dans le cloud. D'ailleurs, il y a un de ces podcasts qui fait l'objet donc de cette question avec en interview. J'ai eu le plaisir d'interviewer Aurélien Nicoletti, votre DAF, votre directeur administratif et financier, qui explique de son point de vue de DAF comment il a migré vers S4HANA et tous les avantages que ça procure en interne. On va terminer cette podcast par un point qu'il faut qu'on évoque aussi, c'est l'offre Rise with SAP que l'éditeur a annoncé, qui est une offre de service, si j'ai bien compris, sur abonnement pour accompagner les entreprises en 3 étapes vers le cloud, vers S4 et vers l'entreprise intelligente. Alors, quels sont les impacts de cette offre, notamment sur les modes de consommation qu'on a vus ensemble? Déjà, c'est une offre qui n'existerait pas quelque part sans le cloud et en tout cas sans la maturité IaaS du cloud qu'on évoquait. En fait, c'est une évolution naturelle qui est quelque part induite par la maturité de cette offre cloud sous-jacente. Ce qu'il faut voir, c'est que l'idée qui est derrière cette offre proposée par SAP, c'est à la fois de pouvoir bénéficier finalement de tous les avantages du cloud et je vais le détailler un peu plus dans la logique SaaS, Software as a Service, tout en bénéficiant de toute la souplesse que les clients peuvent avoir et finalement pérenniser les investissements passés qu'ils ont pu faire dans leur ERP avec un degré de customisation maximum. Et quelque part, c'est un peu le bénéfice des deux mondes entre finalement la customisation on-premise et le côté cloud dans sa consommation SaaS du terme. Et c'est l'union des deux. Ce qui est important de comprendre, donc parce qu'effectivement, quand on parle de solutions SAP ou même de solutions logicielles en général, on va avoir à la fois les coûts de licence de maintenance, à la fois les coûts d'infrastructure associés, et puis les coûts d'exploitation et d'opération de ces plateformes. Rise englobe tout et quelque part va fournir une facturation qui intègre déjà tout ça. Et en ça, on est dans le as a service. Et là où SAP va plus loin, c'est transformation as a service. D'ailleurs, c'est une des punchlines de l'offre, puisqu'elle emmène dans S4, elle emmène dans le cloud, tout ça avec du SaaS, tout en conservant les capacités de personnalisation finalement qui existaient dans le on-premise. Parfait. Eh bien, Jérôme Mollier-Pierret, je vous remercie. C'était très intéressant et on souhaite donc une bonne migration de leur infrastructure dans le cloud à tous nos auditeurs. Merci. Merci.